et à toutes et à tous d'être présents ce matin. Donc l'objectif de ce webinaire, hein, c'est de parler des politiques de sécurité qu'on peut retrouver en entreprise. On fait ça dans le cadre du Cybermois. On est très impliqué chez Manica sur cet item-là. Je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Clément Michel, je suis associé au sein du cabinet Manica, je suis globalement consultant en cybersécurité. Basé en Normandie, j'ai monté mon premier cabinet qui s'appelait Sinac en 2015 et j'ai rejoint Manica en 2018 et je suis notamment un des créateurs et un des organisateurs de l'événement NetSecure Day qui se déroule à Rouen au mois de décembre. Alors malheureusement cette année à cause du Covid on ne fait pas d'édition, mais du coup on fait ça chaque année. C'est un événement qui est gratuit, donc n'hésitez pas à suivre ça sur les réseaux sociaux, ça pourra vous intéresser, je le pense. Excusez-moi, j'entends juste quelques micros qui sont pas coupés. Si vous pouvez tous couper vos micros, ce serait parfait. Bon, Manica en 2 mots. Avant de rentrer dans les hostilités, Manica, c'est un cabinet de conseil, d'audit et de formation indépendant, créé en 2013. On est à peu près 45 collaborateurs en France, avec des points de présence à Paris, à Rouen, à Lyon et même en Côte d'Ivoire avec Abidjan. C'est plusieurs labels et certifications, dont le label France Cybersécurité, un chiffre d'affaires en constante augmentation, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et juste pour vous présenter très rapidement ce qu'on fait au sein du cabinet Manica, on a 3 grandes activités. On a l'activité bleue, Manica, qui protège l'entreprise. Donc là, on parle de la sécurité de l'information, on parle de la résilience, hein, la continuité d'activité, la gestion de crise. On parle aussi de RGPD, par exemple. On a une partie qui s'appelle Escadron. Là, c'est toute l'offre sécurité technique. Donc là, on aborde les tests d'intrusion, les approches red team, le bug bounty, les audits de sécurité d'ordre général. On est vraiment sur de la sécurité offensive. Et puis, on a une dernière marque en violet qui s'appelle Prudence by Manica. Donc là, c'est notre offre d'acculturation à la sécurité. Et donc dans cette offre-là, on va retrouver une plateforme de sensibilisation en e-learning, des prestations d'entraînement face aux emails frauduleux, donc tout ce qui concerne le phishing. On fait également de la simulation de crise et de la simulation même de cybercrise, et on fait également de la formation plus traditionnelle. Voilà, juste en quelques mots, le cabinet Manica, qui on est, qu'est-ce que l'on fait. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Alors avant de parler de la politique de sécurité, on va déjà juste s'intéresser très rapidement à déjà pourquoi faire de la sécurité. Alors pourquoi faire de la sécurité, hein, moi j'ai l'habitude de voir ça avec nos clients, c'est déjà de s'intéresser à l'environnement réglementaire et contractuel de chaque entité. Donc déjà, je vais parler juste de 3 réglementations que vous connaissez peut-être. Je pense qu'il y en a au moins une que vous connaissez, c'est le GDPR, qu'on appelle aussi RGPD en France. Donc je vais vous parler de la loi de programmation militaire, à la fameuse LPM, la directive Nice et le fameux RGPD. Alors, c'est des réglementations qui sont pas non plus toutes récentes. C'est-à-dire que notamment la LPM existe depuis 2014, quand la directive Nice et le RGPD, eux, existent depuis 2018. La LPM, c'est français. La directive Nice et le RGPD, c'est européen. Mais ça a été bien sûr transcrit dans le droit français. De quoi on parle sur ces 3 règlements-là? La LPM, elle pose ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale pour l'État français. Alors, opérateurs d'importance vitale, c'est typiquement des structures qui, si demain cessaient leur activité ou avaient un problème lié à la cybersécurité, pourraient mettre en péril l'État français dans son ensemble et donc aussi chaque citoyen. La directive Nice, elle positionne avec une terminologie un peu différente ce qu'on appelle des opérateurs de services essentiels, les OSE. C'est clairement le même esprit que les OIV français. Je vais y revenir un petit peu plus tard pour les différences entre les deux. Et puis le côté RGPD, ça vous le savez, on parle des fameuses DCP, les données à caractère personnel. Les 3 règlements, ils identifient des périmètres un peu précis, hein, donc la LPM identifie des opérateurs d'importance vitale qui ont du coup des systèmes d'information vitaux, donc les fameux SIV. Quand la directive Nice, toujours avec une terminologie un peu différente, identifie des systèmes d'information essentiels, les fameux SIE, alors que le RGPD va identifier le registre de traitement et
les paramètres, les fiches de traitement des données à caractère personnel. Alors, qui est concerné déjà par ces règlements-là? La LPM, elle est multisecteur. On a une liste qui n'est pas officielle, bien entendu, puisque c'est quand même très sensible. On a une liste qui identifie des secteurs d'activité, donc l'énergie, le transport, la finance, la santé. J'ai mis quelques exemples, hein. Il y a d'autres secteurs encore, mais vous avez déjà les plus gros secteurs. Et donc, parmi ces secteurs-là, il y a des grosses entreprises. Je ne vais pas citer de nom, hein, la liste n'est pas officielle, mais je pense que si vous réfléchissez 2 minutes, vous en trouvez facilement une bonne dizaine qui sont un petit peu une évidence. Donc ces structures-là, en fait, c'est l'État, hein, c'est pas eux qui décident d'être OIV ou pas, hein, c'est l'État au travers de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui va aller contacter ces entités-là et leur dire bah, vous êtes identifié comme étant un OIV et donc vous allez devoir respecter le référentiel LPM. La partie directive Nice, c'est la même chose. Ça identifie des secteurs d'activité. C'est l'ANSSI qui est à la manœuvre au niveau de la France pour identifier les acteurs qui sont OSE. Quant au niveau RGPD, c'est toute entreprise européenne ou toute entreprise qui traite des données de ressortissants européens qui sont assujettis à ce règlement-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la LPM versus la directive Nice, ce sont à peu près les mêmes choses en fait. C'est-à-dire que la LPM c'est français, on n'a pas attendu l'Europe pour faire quelque chose, et l'Europe a travaillé sur la directive Nice un peu plus tard que la France, et elle a ressorti en fait un référentiel qui est moins lourd en termes d'attente versus la LPM. Alors ce qu'il faut voir, c'est que toute structure qui est en fait un OIV en France est un OSE au niveau directive Nice. Mais comme les attentes de la LPM sont plus lourdes que les attentes de la directive Nice, l'ensemble des acteurs qui sont OIV sont à peu près couverts sur la partie directive Nice. À l'inverse, une structure qui est identifiée OSE par la directive Nice n'est pas forcément un OIV au niveau de la France et elle devra donc suivre un référentiel qui est moins lourd, on va dire, que la LPM. Et à l'inverse, le RGPD en termes de référentiel, c'est un peu différent puisqu'en fait le RGPD on est encore sur quelque chose de très déclaratif ou alors on doit faire des analyses de risque quand on traite des données à caractère personnel et donc là c'est moins l'ANSSI qui est à la baguette à la manœuvre on va dire c'est plutôt la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté qui est pareil c'est une commission indépendante en France qui s'occupe un petit peu de tout ça. Alors pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ces trois référentiels-là? Parce que beaucoup d'entreprises, en fait, ont tendance parfois à oublier que avant de vouloir faire de la cybersécurité en entreprise pour protéger ses données, protéger les données de ses clients et de ses salariés, ben, il y a parfois déjà un environnement réglementaire à respecter. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ces trois premiers règlements. Mais il n'y a pas que ça. Vous dépendez certainement au niveau de votre activité d'un ministère, voire même parfois de plusieurs ministères. Alors là, j'en ai mis deux, ministère chargé des transports, ministère chargé des armées. Alors pourquoi? Parce que j'ai déjà fait cette présentation auprès d'acteurs qui travaillent dans le monde de l'aéronautique et du spatial, et donc ils sont assujettis au ministère des Transports, et puis certains travaillent avec l'armée, donc ils sont assujettis au ministère des Armées. Mais ça peut, si vous travaillez dans le monde de la santé, bah, vous dépendez du ministère de la Santé, etc., etc. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus des trois règlements que j'ai cités précédemment, eh bien, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous travaillez, eh bien, les ministères peuvent très bien venir vous rajouter des réglementations à suivre, donc notamment par des circulaires ministérielles ou interministérielles, voire des instructions. Et donc, c'est aussi des choses que vous devez, en tant qu'entreprise, parfois respecter. Et puis, le dernier point, cette fois, il est moins réglementaire, il est plus d'ordre contractuel, c'est parfois vos clients ou vos fournisseurs qui vont vous imposer des règles de sécurité à respecter. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va avoir des accords de confidentialité que vous allez signer avec vos clients ou vos fournisseurs. On va vous demander parfois de mettre en place des plans d'assurance sécurité. Vous avez des cahiers des charges à respecter et dans ces cahiers des charges, il n'est pas rare qu'on vous mette des contraintes de sécurité à respecter. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait un petit peu ce bilan-là, ce schéma-là, eh bien, vous vous rendez déjà compte un petit peu de ce que j'appelle moi le must-have. Le must-have en entreprise, c'est on doit faire ça.
Et c'est pas une envie en fait de la direction générale de l'entreprise de dire on a envie de faire ça pour s'améliorer en sécurité, c'est on doit le faire parce que dans notre business, on a l'obligation de le faire. Alors, pris comme ça, on peut se dire mais ça fait beaucoup de choses en fait à respecter d'ores et déjà. Alors oui, ça fait beaucoup. Ça peut faire beaucoup en fonction de votre activité. Mais il y a déjà un avantage. C'est que beaucoup de ces référentiels et de ces exigences peuvent être remplis grâce aux bonnes pratiques. Et donc là, je vais parler des normes ISO. Alors attention, quand je vous parle là des normes ISO, je suis pas en train de vous dire, je suis pas un ayatollah de la norme ISO, je suis pas en train de vous dire, vous devriez tous vous certifier dès demain. Mais travailler sur les standards sur lesquels il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent dans le monde, bah, ça vous permet déjà de prendre une brique où vous êtes sûr déjà que les bonnes pratiques sont présentes. Donc, les normes ISO qui s'assèrent à la sécurité, on va en retrouver trois essentiellement, mais il y en a plein d'autres bien entendu, mais les trois figures de proue, il va y avoir l'ISO 27001, donc on parle vraiment là de management de la sécurité de l'information. Il y a l'ISO 22301, où là on parle de business continuity, donc de continuité de l'activité, donc c'est une sorte de pan un peu différent, mais en même temps raccroché à la cybersécurité. Et puis la dernière, qui est très récente, qui est liée au RGPD, c'est la 27701, où là on parle de management de la vie privée. Donc déjà, vous avez ces normes-là qui peuvent vous aider à répondre à toutes ces contraintes réglementaires et contractuelles que vous devez suivre dans votre quotidien. Avant encore de rentrer dans la PSSI, alors je vais monter un petit peu la sauce pour vous faire un petit peu un effet de teaser, mais on va parler déjà du RSSI, parce que c'est compliqué de mettre en place une politique de sécurité dans un organisme s'il n'y a pas de responsable de la sécurité. Alors déjà, le rôle du RSSI, qui est-ce? Alors RSSI veut dire responsable de la sécurité des systèmes d'information. La mission d'un RSSI, essentiellement, c'est de définir la politique de sécurité de l'information, alors vision prévention, protection, défense, résilience et remédiation, et de veiller à son application. C'est son leitmotiv au quotidien. Le RSSI va assurer au sein de l'entreprise un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte, en particulier auprès des directions métiers, de la direction générale ou du comité exécutif en fonction de vos organisations d'entreprise. Donc c'est extrêmement important d'avoir ça en tête sur le rôle du RSSI. Donc le RSSI, en termes de positionnement dans l'organigramme, voici le positionnement privilégié d'un RSSI. C'est-à-dire que le RSSI ne devrait pas dépendre de la DSI. Ça arrive beaucoup en entreprise qu'on vient, alors parfois on vient coller l'étiquette RSSI au DSI, ce qui est une erreur. Ou parfois on vient mettre le RSSI dans la DSI parce qu'on pense que la sécurité de l'information, c'est essentiellement de l'informatique. Il est vrai, mais ce n'est pas que de l'informatique. Voilà. Alors j'ai mis le RSSI rattaché au COMEX, il peut être rattaché à d'autres services, comme un service prévention des risques ou autre, ça dépend de votre organisation. Le fait que le RSSI soit là dans l'organigramme au-dessus du DSI ou de la direction des ressources humaines ne veut pas dire qu'il est supérieur hiérarchiquement, mais c'est juste que c'est pour bien montrer qu'il est indépendant de ces entités-là, puisqu'il est censé travailler de manière horizontale sur avec l'ensemble des directions de métier, directions support d'un organisme. Et après, je dis toujours, vaut mieux un RSSI mal positionné dans l'organigramme que pas de RSSI. C'est quoi les compétences rapidement d'un RSSI? Donc le RSSI doit assurer une veille techno, une innovation continue, parce que la sécurité, ça bouge tous les jours. Il doit faciliter au sein de l'organisme le développement de la stratégie de sécurité, le développement du personnel, la sensibilisation des collaborateurs, le renforcement des compétences des gens qui font de la sécurité, la gestion de l'information et de la connaissance, le fait de protéger l'information, et identifier les besoins de l'entreprise. Et il doit ensuite prendre en charge la gestion des risques de l'entreprise, la gestion de la relation client. On n'y pense pas forcément souvent, mais le RSSI est souvent vraiment sur le terrain avec les clients de l'entreprise pour assurer justement la sécurité par rapport à ce que l'entreprise peut vendre comme service ou comme produit à des clients, ou tout simplement pour s'assurer que les cahiers des charges sont bien respectés. Il est censé améliorer les process de sécurité interne de l'entreprise, gérer la sécurité au quotidien et assurer la gouvernance de la sécurité de la sécurité en entreprise. Ça, c'était la partie RSSI. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire.
maintenant qu'on a posé un petit peu tout ça, et on va se poser cette question, qu'est-ce qu'une politique de sécurité de l'information ou une politique de sécurité des systèmes d'information? Il y a un peu les deux terminologies, ça veut dire exactement la même chose. Nous, chez Manica, on aime bien parler de sécurité de l'information parce que ça permet d'englober l'informatique, mais pas que. Alors que quand on parle souvent de politique de sécurité des systèmes d'information, eh bien on pense informatique, alors qu'il n'y a pas que l'informatique. Alors une PSSI, c'est quoi? Déjà, la PSSI, c'est pas un document, c'est un ensemble de documents. Voilà un petit peu, et ça c'est la vision ISO 27001, hein, de ce que devrait être une politique de sécurité de l'information. Vous avez 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'engagement de la direction générale. Donc l'engagement de la direction générale, c'est un courrier qui pose les enjeux de la stratégie de la sécurité par la direction générale ou le COMEX de l'entreprise. Vous avez ensuite le deuxième niveau. Le deuxième niveau est divisé en 2 documents. Vous avez le référentiel SSI, la partie de présentation. Ce document-là, il va parler essentiellement de la gestion de la sécurité de l'information au sein de l'organisme. Il va positionner les grands principes, les acteurs et l'organisation globale. Vous avez ensuite la deuxième partie du référentiel SSI qui va poser les directives de sécurité cette fois. Donc là, on va identifier les directives de sécurité qui sont applicables au sein de l'entreprise. Et puis ces directives, elles vont identifier tout un tas de procédures, de process, de sous-politiques de sécurité qui vont mettre en place, gérer au quotidien les directives de sécurité. Donc là, on rentre dans le niveau 3 avec un certain nombre de documents qui vont exister, permettre de faire vivre la sécurité. Donc, pour entrer dans le détail, ce que je parlais, le premier niveau, l'engagement de la DG, donc c'est quoi concrètement? C'est un courrier avec une lettre en tête de l'organisme. L'idée, c'est que la direction générale rédige et signe un courrier adressé à ses collaborateurs, à ses partenaires, et se positionne sur l'importance de la sécurité de l'information au sein de l'organisme. Ça a l'air tout bête, hein. Est-ce qu'un courrier va permettre d'améliorer la sécurité de l'organisation? En soi, non. Mais ça permet de montrer à la direction générale que on a besoin d'elle pour pouvoir avancer et réellement améliorer. Concrètement, si votre direction ne vous suit pas pour améliorer la sécurité au quotidien, ça va être très compliqué de faire des choses. Donc c'est pour ça qu'un courrier avec la direction générale qui s'engage, ça a quand même son poids, c'est important. Maintenant, la partie niveau 2, le premier document, le référentiel SSI, on parle de la présentation. Donc, comme je disais, ça pose la gouvernance et l'organisation de la sécurité dans l'organisme. Eh bien, voici les notions importantes qu'on va retrouver dans cette partie référentiel SSI présentation. Donc, le pilotage de la PSSI par le RSSI, la mise en place de tableaux de bord de sécurité, la mise en place de procédures de dérogation à la politique de sécurité, la mise en place de correspondants en sécurité, la mise en place de 2 comités de sécurité à minima et la notion de contrôle permanent. Alors je vais rapidement rentrer dans le détail. Les dérogations, de quoi on parle? L'objectif, une politique de sécurité va mettre en place des règles avec des autorisations, avec des interdictions. L'objectif n'est pas d'empêcher, et c'est souvent l'image malheureusement qu'on a de la sécurité, l'objectif n'est pas d'empêcher les gens de travailler, bien entendu. La sécurité doit permettre d'améliorer le quotidien, même, j'ai envie de dire, quand elle est bien faite. Donc, c'est pour ça qu'on propose des dérogations, c'est pour ne pas bloquer les métiers. Donc, l'idée, si une directive SSI est jugée bloquante par les métiers, ils peuvent nous soumettre une demande de dérogation, ce qui va permettre de remettre en question les règles de sécurité ou tout simplement parfois d'encadrer une dérogation à la règle qui peut être temporaire, par exemple. Voilà. L'idée, c'est bien de bien maîtriser la sécurité. C'est important de le dire, mais les demandes de dérogation ne sont utilisées en cas de réel blocage. C'est souvent le problème auquel on se heurte, c'est pourquoi est-ce que vous voulez qu'on enfreigne cette règle-là? Ah, ça vous empêche de travailler réellement. Ah, en fait, ça vous embête. Oui, mais en fait, là, par contre, on peut pas enlever la règle pour telle et telle raison. Voilà. On peut l'assouplir, mais on peut pas l'enlever, par exemple. Voilà. Donc après, c'est du quotidien à gérer en entreprise. Les correspondants SSI. C'est extrêmement important d'avoir des correspondants SSI quand on fait de la sécurité en entreprise. Pourquoi? Ils permettent de garder entre le RSSI et ses équipes un lien fort et d'impliquer les métiers dans la sécurité. Dans le meilleur des mondes, c'est pas le RSSI qui dit qu'est-ce qu'on va faire et qui met les règles en place. Il échange avec les métiers pour voir leurs besoins et leurs contraintes de sécurité qu'il va falloir imposer. Et donc, les correspondants permettent d'avoir ce lien fort qui est toujours présent dans l'entreprise. Voilà.
Donc les correspondants SSI sont les relais et interlocuteurs privilégiés du RSSI dans son quotidien, notamment pour faire émerger la culture de la sécurité au sein de l'organisme. C'est un vrai vecteur d'amélioration sur la mise en place de la sécurité dans votre organisation. Les comités SSI. Alors, l'idée pas non plus de faire trop de réunions, mais il en faut quand même quelques-unes. Alors, l'idée, c'est piloter la sécurité au sein de l'organisme, ça vous vous en doutez. Alors, là, sur la terminologie, un comité de sécurité COSEC, c'est une terminologie générique, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, vous pouvez même d'ailleurs l'inclure à des comités ou à des réunions déjà existantes. Mais l'idée de ce COSEC, c'est d'avoir à minima peut-être une présence semestrielle. Si vous avez ces rôles-là dans votre entreprise, il est bon de les avoir autour de la table, donc un RSSI, le DSI, les correspondants SSI et peut-être un DPO, hein, c'est Data Privacy Officer, c'est la personne qui est en charge des données à caractère personnel dans l'organisme. L'idée de ce comité, c'est de traiter des affaires courantes et des projets qu'on va avoir dans l'entreprise d'un point de vue sécurité. Et le deuxième comité de sécurité, là, c'est donc pareil, la terminologie est générique, comité de direction de sécurité, le CODIRSEC, vous l'appelez comme vous le voulez, vous pouvez l'inclure dans un comité déjà existant. Là, on est plutôt sur une tenue annuelle et on va avoir soit le comité de direction, soit le COMEX, etc. Ça dépend encore une fois, on adapte en fonction de votre organisme, mais qu'il faut qu'on ait autour de la table. Le RSSI, le DSI, la direction générale, DPO si vous avez, le directeur ou la directrice des affaires administratives et financières, hein, le budget, c'est important, le budget. Et la direction des ressources humaines, c'est important aussi parce que on va toucher beaucoup à l'humain. Donc, il faut que les ressources humaines soient partie prenante et soient des acteurs de la sécurité de l'organisme. Donc ça, c'est un petit peu à minima. Bien sûr, tout ça peut se toucher. Et donc là, de quoi on va parler? C'est essentiellement de parler des évolutions majeures de la politique de sécurité de l'organisme, valider les budgets, valider le plan de contrôle annuel, faire la revue des indicateurs de sécurité de l'organisme. En gros, c'est vraiment de l'arbitrage, du décisionnel, du positionnement stratégique au niveau de l'organisme. Et le dernier point qu'on aborde, c'est le contrôle permanent. Alors, c'est quoi cette notion de contrôle permanent? Alors déjà, on appelle ça contrôle permanent, on peut aussi appeler ça audit interne ou contrôle interne. Ça dépend encore une fois de votre organisme, de vos mœurs, comment est-ce que vous êtes structuré. L'idée, c'est de réaliser des contrôles à des intervalles planifiés afin de recueillir des informations permettant de déterminer si la sécurité de l'information est conforme, alors par rapport à la politique de sécurité qui elle-même doit être conforme à la réglementation et aux cibles de sécurité que vous êtes fixées. Ces contrôles peuvent se dérouler par l'intermédiaire de prestataires externes et ou internes si vous avez les compétences disponibles. L'objectif, en fait, c'est de contrôler que la sécurité est bien mise en place dans l'organisme et qu'elle est efficace et qu'elle est bien appliquée et parfois bien comprise. Donc, pour ceux qui connaissent les normes ISO, vous connaissez certainement la route d'Hamming, ce qu'on appelle le PDCA, le Plan Do Checked Act. Donc le plan, on planifie ce que l'on veut faire. Le Do, on réalise ce qu'on a dit que l'on voulait faire. Le Act, on est dans le contrôle permanent. Le Act, on va vérifier que ce que l'on a mis en place est bien mis en place et performant, est bien compris, est bien déroulé et que ça se passe bien. Et en fonction des retours du Act, on va planifier des améliorations, des changements pour toujours faire de l'amélioration continue. Voilà. Donc c'est un petit peu cet esprit-là. Donc les contrôles permanents peuvent être déclenchés à la suite d'incidents de sécurité majeurs ou en cas de forte suspicion de non-conformité, bien sûr. Ça peut être fait ça peut être donc de la responsabilité du RSSI ou pas, ça peut être indépendant de son service. C'est pas mal, ça permet de le remettre en question. Ça peut être géré par le service qualité, un service contrôle interne ou un service d'inspection générale. Ça, c'est Vision Monde de la Finance. Voilà, si vous en avez. Donc ça, c'était la partie présentation du référentiel SSI. Maintenant, la partie directive. Alors, l'objectif des directives, c'est d'identifier les directives de sécurité appliquées au sein de l'organisme. Alors, il y a pas mal de choses. On peut mettre des directives en fonction de pas mal de critères. Vous pouvez vous baser sur les différents chapitres de l'annexe A d'ISO 27001. Je vais vous les présenter dans la slide qui suit. Vous pouvez prendre en compte aussi dans ces directives-là les différents référentiels auxquels vous seriez, par exemple, assujetti.
LPM, loi de programmation militaire, Nice, c'est la directive Nice dont je parlais tout à l'heure, le RGS, c'est le référentiel général de sécurité, c'est encore un autre référentiel. De toute façon, je peux pas vous présenter tous les référentiels de sécurité aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. L'intérêt, c'est après identifier avec vous quels sont les référentiels auxquels vous devez être, lesquels vous devez suivre, et de mettre en place une politique de sécurité cohérente par rapport à tout ça. Et donc, en parlant de l'annexe A de l'ISO 27001, voilà un petit peu les chapitres de sécurité que l'on peut aborder en termes de directives dans une politique de sécurité de l'information. Alors, vous voyez que la numérotation, elle commence à 5. Alors, juste une petite parenthèse là-dessus, pourquoi ça commence à 5? En fait, c'est directement lié au chapitrage, au sommaire en fait de la norme ISO. Et du coup, en fait, les 4 premiers chapitres ne sont pas des chapitres utiles au sens où ça présente la norme, etc., etc. Et donc, le chapitre 5 parle à ce moment-là de la politique de sécurité, donc ça commence réellement au chapitre 5. C'est pour ça qu'on a 4 chapitres qui sautent à la barre fixe, c'est normal. Première chose, avant de rentrer un peu dans le détail, vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. C'est pour ça que je parle de sécurité de l'information. C'est que vous voyez en bleu des items qui sont de la sécurité de l'information. C'est des items qui sont pas techniques. Versus le orange, où là on est sur des items qui sont techniques. Et puis il y a une petite exception, c'est le violet, qu'on va retrouver en fait sur le chapitre 11, sécurité physique et environnementale. On va parler de technique, mais pas forcément informatique. En gros, là, on va parler de contrôle d'accès, de sécurité, vision, caméra de surveillance, de zone d'accès contrôlée. Voilà, c'est la seule un peu nébuleuse qui existe. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme directive, quel grand chapitre vous pouvez traiter? Donc, politique de sécurité. Donc, voilà, la politique de sécurité, il faut déjà qu'elle définisse elle-même à quoi elle sert. Ensuite, organisation de la sécurité de l'information, comment est-ce que vous êtes structuré en interne? Donc en fait, là, on reprend ce que vous avez présenté dans le précédent chapitre, les contrôles permanents, les comités de sécurité, etc., etc. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de la sécurité dans les ressources humaines. Typiquement, est-ce que vos collaborateurs ont des clauses de confidentialité dans les contrats de travail? Toutes ces choses-là. La gestion des actifs, on va rentrer dans on fournit du matériel informatique à nos collaborateurs. On fournit peut-être des systèmes de contrôle d'accès, des badges, des clés de sécurité. Là, j'entends physique. Tout ça, il va falloir le gérer. Donc, il va falloir mettre en place des directives pour bien encadrer tout ça. Ensuite, on va parler de contrôle d'accès logique. Donc là, on est sur tout ce qui est authentification informatique, les identifiants, les mots de passe, les systèmes de sécurité. Encore une fois, des fois, vous avez des tokens physiques pour vous connecter. Donc, on va parler de tous ces items-là dans ces directives. La cryptographie, on va parler de chiffrement de la donnée. Donc là, on va parler de toute la gestion des clés de sécurité, pas physique cette fois, mais vraiment au sens logiciel, au sens cryptographique du terme. Sécurité physique et environnementale, on va parler des contrôles des zones d'accès sécurisées. Alors, qu'est-ce une zone d'accès sécurisée? Par exemple, vous avez peut-être une salle informatique, une salle serveur dans votre entreprise. C'est une salle où il faut quand même mettre des restrictions. Tout le monde ne peut pas se balader dans cette pièce-là, parce que ça pourrait entraîner des graves problèmes de dysfonctionnement, des graves problèmes de confidentialité. Donc, on va parler de tous ces items-là. Sécurité liée à l'exploitation, là on parle de l'exploitation du système d'information dans son ensemble. Donc on va parler de patch management, de mise en production de serveurs de manière sécurisée, etc., etc. Donc c'est vraiment gérer le quotidien de la SI. Ensuite, sécurité des communications, là on parle réseau, donc aussi bien cloisonnement réseau interne, les accès VPN, on en parle beaucoup en ce moment avec le Covid et le confinement. Voilà, sécurité des communications, c'est tout ce qui est contrôle d'accès réseau et autres. Le chapitre 14, acquisition, développement et maintenance du système d'information. Là, c'est surtout la partie développement informatique. Alors, soit parce que vous faites du développement informatique interne, soit parce que vous faites appel à des prestataires qui font du développement et qui, du coup, vous avez des contrats avec eux, notamment sur le maintien en conditions opérationnelles, le maintien en conditions de sécurité. Donc là, on va parler de toutes ces directives-là au niveau informatique. On va ensuite parler aussi de la relation avec les fournisseurs. C'est important en fait. Des fois, on met des données chez des fournisseurs et on s'intéresse pas au contrat. Qu'est-ce que le fournisseur a le droit de faire avec les données qu'on lui donne? Ça, c'est vision un peu RGPD, j'ai envie de dire, en fonction des données qu'on met, bien sûr. Mais il y a aussi parfois tout simplement mais le prestataire, il s'engage à faire quoi? Parce qu'en fait, on se rend compte parfois, et nous on le voit beaucoup chez nos clients, que quand on commence à gratter un petit peu, prestataire par exemple qui s'occupe de l'ERP, en fait, dans le contrat qu'on a passé avec le prestataire,
la sécurité, on n'en parle pas du tout. Parce que si on n'en parle pas, on n'est pas obligé de faire des choses. Voilà. Et parfois, il y a des prestataires qui mettent qu'on n'a même pas le droit d'auditer nous-mêmes en tant que client la solution que le prestataire nous propose. Donc, tout ça, ça doit se voir avec le service achat ou le service juridique en amont de passer un contrat pour pouvoir mettre en place des clauses de sécurité avec nos propres prestataires. Chapitre d'après, gestion des incidents liés à la sécurité de l'information. Alors celui-là, on aimerait qu'il n'existe pas, parce que normalement, si on met en place tout un tas de choses pour gérer la sécurité dans l'entreprise, bah, normalement, il n'y aurait pas d'incident. Mais gérer du risque, c'est accepter à un moment donné qu'il y ait des incidents se produisent. Donc bah, celui-là, hein, il est axé, on a un problème de sécurité, qu'il soit mineur ou majeur. Comment est-ce qu'on gère, voilà, est-ce qu'on déclenche une cellule de crise, c'est quoi le process de traitement des incidents, etc., etc. Ensuite, on va parler des aspects de la sécurité dans la gestion de la continuité d'activité. Comme je disais, la continuité d'activité, c'est un peu concomitant à la cybersécurité tout en étant un petit peu différent. Là, on va parler concrètement, bien, mettons que on a un site de repli. On a un deuxième site sur lequel des collaborateurs peuvent aller travailler parce que le premier site ne serait plus disponible à cause d'une inondation ou d'un incendie, par exemple. Eh bien, la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est sur le site nominal, le site sur lequel on travaille au quotidien, on avait telle et telle mesure de sécurité. Est-ce que sur le site secondaire, qu'on va utiliser que très rarement, on va maintenir les mêmes fonctions de sécurité ou est-ce qu'on va les dégrader légèrement? Voilà, donc c'est un peu cette vision-là de la continuité de la sécurité de l'information. Voilà. Et puis le dernier grand chapitre, c'est la conformité. Donc il arrive en dernier, ça ne veut pas forcément dire que c'est le dernier qu'on traite, mais la conformité, c'est justement rappeler toutes les réglementations auxquelles on est assujetti et expliquer en quoi on les respecte. Voilà. Voilà un petit peu ce que les grands items que vous allez aborder dans une politique de sécurité de l'information sur une gestion on va dire un peu quotidienne. Alors comment mettre en place une politique de sécurité, parce que là on a parlé un petit peu de ce que c'était, de qui devait s'en occuper, etc., etc. La première étape, c'est de faire un peu l'initialisation. C'est-à-dire, il faut étudier votre contexte. Alors, soit nous, on peut le faire pour vous, soit vous pouvez le faire vous-même déjà. Votre contexte, c'est voilà, quel règlement je dois suivre, concrètement. Quelles contraintes au niveau de mes clients, de mes fournisseurs, je dois respecter. Ensuite, l'étude documentaire. Qu'est-ce que j'ai déjà en place dans l'entreprise? On n'a pas, nous, c'est ce qu'on dit toujours à nos clients. Vous ne nous avez jamais attendu pour faire de la sécurité. Donc, à ce titre-là, il y a peut-être des items que vous avez déjà traités. Donc, faites déjà une étude documentaire. Faites des interviews métiers. Allez voir les directions métiers. Si vous ne connaissez pas bien leur travail, essayez de mieux comprendre ce qu'ils font, quelles données ils traitent, quelles sont leurs contraintes de sécurité au quotidien pour comprendre tout ça. Vous pouvez coupler ça avec des questionnaires de sécurité, par exemple. Nous, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cette phase d'initialisation, donc on l'a fait avec vous, on passe sur la partie arbitrage. Donc là, on identifie ce que j'appelle le must-have. Donc le must-have, comme je le disais, c'est quel règlement on doit suivre. Et donc à ce titre-là, en fait, la direction générale, elle peut pas normalement aller à contresens de cette directive-là, puisque c'est du légal et réglementaire. Mais après, on peut faire plus. Donc quel est l'objectif de l'entreprise dans sa stratégie de sécurité? Donc là, on est vraiment dans du positionnement très très haut niveau. Et puis une fois qu'on a validé un petit peu tout ça, on a un petit peu la feuille de route, et ben on passe sur la partie rédaction. On va écrire l'engagement de l'ADG avec les directions générales, on va écrire le référentiel SSI, la partie présentation avec la communautologie, avec les correspondants SSI, etc., etc. Et ensuite on va passer sur les directives. Voilà, qu'est-ce qu'on va traiter, etc., etc. Et puis une fois qu'on a fait un peu ça, et ben on rentre dans la phase un peu promotion. La promotion, moi c'est ce que je fais habituellement avec mes clients, c'est on a écrit une politique de sécurité dans notre coin. Alors même si on a fait des interviews métiers, mais on n'a pas mis les gens autour de la table lors de la phase de rédaction, et ben c'est de retourner les voir pour leur présenter la politique de sécurité en amont, un peu en avant-première, et déjà comprendre un petit peu s'ils ont bien identifié les objectifs comme nous et si ils supportent un petit peu la démarche ou est-ce qu'il y a déjà des points qui ont l'air de bloquer un petit peu. Voilà. Ça permet de faire quelques ajustements et toujours de faire comprendre aux directions métiers que on n'est pas là pour les empêcher de travailler, on est là pour encadrer la sécurité de l'entreprise et de faire en sorte que ce soit de l'amélioration continue, que ce soit fait en bonne intelligence. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à valider la politique de sécurité. Vous pouvez sabrer le champagne. Vous avez fait déjà un énorme travail dans l'amélioration de la sécurité de l'entreprise. Mais malheureusement, le plus dur reste à venir.
puisque maintenant que vous avez votre politique de sécurité qui a été validée, qui a été déployée, vous pouvez l'envoyer à tous vos collaborateurs en leur disant voilà, on a écrit ce document-là, merci d'en prendre connaissance, etc., etc. Mais le plus dur va venir, puisque là vous avez établi votre plan de bataille, et maintenant il va falloir le mettre en musique et faire vivre la sécurité au quotidien dans l'organisme. Et c'est là qu'après c'est le plus dur parce que c'est du quotidien justement, et c'est là qu'on rentre dans le, on va dire un petit peu dans le dur. Voilà pour cette partie présentation de ce que c'est qu'une politique de sécurité et